à Bakhmut, 4 soldats, puis s'attaque à une école juive, faisant 4 morts. 7 et 9 janvier 2015, Paris, assaut de Charlie Hebdo et prise d'otage à l'Hypercacher. 17 morts et plus de 65 blessés. 3 février 2015, Nice, agression au couteau par Moussa Koulibaly. 3 militaires sont visés. 13 novembre 2015, Paris 10e, Paris 11e, Bataclan, 130 morts et plus de 350 blessés. Tel est le triste bilan des attaques à caractère terroriste sur le territoire français depuis 2012. Les attaques du Bataclan seront d'ailleurs qualifiées des pires attaques terroristes que la France ait connues. Ce qui conduira le président François Hollande à proclamer l'état d'urgence. Comme quoi, des choses ont été faites pendant son quinquennat. Blague à part, étant de bons juristes intéressés par l'actualité de votre pays, vous avez certainement tous déjà entendu parler de l'état d'urgence. Ce mot qui nous fait froid dans le dos, qui nous inquiète plus que nous rassure, qui reflète bien le besoin urgent de sécurité. L'état d'urgence est en effet une mesure exceptionnelle pouvant être prise par le Conseil des ministres lorsque une atteinte grave à l'ordre public se produit. Sa durée initiale est de 12 jours, mais il peut être prolongé par le Parlement. Pour bien comprendre comment et pourquoi cette notion d'état d'urgence est apparue, un petit point d'histoire s'impose. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un secret d'histoire à la Stéphane Bern. Tout simplement, la toute première loi relative à l'état d'urgence a été votée le 3 avril 1955. Cette loi répond à la série d'attentats perpétrés sur le territoire français dès novembre 1954, au cours de ce qu'appellent les historiens la Toussaint sanglante, qui annonce le commencement de la guerre d'Algérie. Cette guerre durera 8 ans et fera des centaines de morts. Bien que j'apprécie beaucoup Stéphane Bern, revenons à un point plus juridique. Les autorités françaises étant démunies, et oui, cela arrive même aux plus grands, cette loi de 1955 répond alors à ce qui est qualifié d'une insuffisance des moyens de droit. Pierre Mendès, président du Conseil des ministres, ainsi qu'Edgar Faure, son successeur, souhaitent éviter la proclamation de l'état de siège qui aurait transféré la totalité des pouvoirs à l'armée. Et on le sait tous, lorsque de politiques entendent transfert de pouvoir, leurs poils s'hérissent. Ils ont donc préféré créer l'état d'urgence. Alors vous vous dites certainement que cette mesure a l'air pas mal pour protéger des citoyens. J'en conviens. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que l'état d'urgence permet de renforcer les pouvoirs des autorités civiles et de restreindre certaines libertés publiques et individuelles pour des personnes soupçonnées d'être une menace à la sécurité publique. En effet, les libertés d'aller et venir, de réunion, de manifestation, en définitive la liberté d'expression, peuvent, en période d'urgence, être significativement restreintes. Et dire le contraire serait quelque peu hypocrite. La mesure d'urgence a été prise en 2005 pour mettre fin aux émeutes dans les banlieues françaises. Elle a été décrétée par le président Jacques Chirac. Bon, je ne sais pas si lui s'en rappelle, mais en tout cas, les Français en ont gardé un souvenir assez hostile. En effet, ce décret a été applicable dans plus de 25 départements français. La mesure a été jugée disproportionnée à la situation, qui n'avait strictement rien à voir avec la situation algérienne. Alors l'application d'un tel régime suscite beaucoup d'interrogations et de méfiance quant à la préservation de nos libertés. Puisqu'en effet, la loi de 1955 prévoit la possibilité d'ordonner des perquisitions, de jour comme de nuit, de prononcer des assignations à résidence, d'ordonner la fermeture provisoire des lieux de spectacle, l'interdiction des réunions qui pourraient provoquer un désordre, et le contrôle également de la presse. Alors, au vu de ces restrictions accablantes, je pense qu'il est tout à fait légitime de considérer que l'état d'urgence est un état quelque peu autoritaire. Et voilà qu'au lendemain des terribles attentats qui ont touché la France, la loi du 14 novembre 2015 rétablit l'état d'urgence, qui sera par la suite prolongé à 5 reprises, et qui prendra fin le 1er novembre 2017. Il aura duré près de 2 ans, soit 719 jours précisément. Alors autant dans un État démocratique, un État de droit, au nom de la sécurité du pays, puisse-t-elle être importante, prendre des mesures susceptibles d'entraîner des restrictions de liberté aussi lourdes. Je pense que telle est la question que nous devons tous nous poser. Dans un de ses rapports, l'ONG Amnesty International précise que les mesures de l'état d'urgence ont été utilisées pour interdire 155 manifestations en 18 mois. N'est-ce pas là
une atteinte flagrante à notre liberté d'expression? Amnesty poursuit en déclarant que tous les 3 jours, une manifestation a été interdite en France, toujours sous le prétexte de l'état d'urgence. 639 interdictions individuelles de manifester ont été prononcées. Pourtant, la loi adoptée le 20 novembre 2015 prolonge l'état d'urgence. Alors oui, elle modifie quelque peu la loi de 1955 en apportant quelques améliorations. Par exemple, le contrôle de la presse a finalement été rejeté et a été affirmé le droit de contester une mesure liée à l'état d'urgence. Mais pour le reste, cette loi ne fait que doubler les aggravations des atteintes aux libertés. Puisqu'en effet, cette loi a notamment ouvert la possibilité de dissoudre les associations ou groupements qui participent, incitent ou facilitent à la commission d'actes portant atteinte à l'ordre public. La marge de manœuvre et les pouvoirs de l'administration n'ont fait qu'être renforcés. Entre perquisitions de nuit, assignation à résidence, vie privée violée, liberté d'expression muselée, les victimes de l'état d'urgence sont nombreuses. Afin de vous exposer les dérives qu'entraîne l'état d'urgence, je vais vous raconter l'histoire de Joël, 34 ans, militant écologiste. Et je vais tenter de prouver à mon camarade que tous les écologistes ne sont pas des hippies affolés. Son engagement lui a valu d'être assigné à résidence au cours de la COP 21, qui se tenait du 30 novembre au 12 décembre 2015. Alors que le gouvernement proclame l'état d'urgence, Joël sort de chez lui et sans qu'il ait suivi. J'ai tourné en rond dans le quartier, quelqu'un me collait aux fesses, se souvient-il. Pris de panique, il saute dans un bus. Quelques heures plus tard, il rallume son portable. Sa voisine l'appelle, affolée. Une vingtaine de policiers l'attendent dans la cage d'escalier de son immeuble et le cherchent. Joël sera alors au commissariat. On l'informe qu'il ne pourra plus sortir de Malakoff, où il habite, pendant 3 semaines. Joël dénonce le caractère diffamatoire du rapport du ministère. Ils n'ont inscrit que quelques rassemblements qui ont dégénéré, en niant tout le reste de ma vie militante. J'ai réalisé que notre système pouvait devenir autoritaire dans l'indifférence générale. Et le cas de Joël n'est pas un cas isolé. Je pourrais aussi vous parler d'Aurépine, victime de violences policières et placée en garde à vue, pour avoir organisé un rassemblement contre les violences policières sur les exilés et les migrants. Rassemblement qui avait été pourtant déposé en bonne et due forme à la préfecture et donc autorisé. Sa garde à vue lui a valu d'être convoquée à une audience pénale devant le tribunal correctionnel, laquelle elle a été relaxée pour absence de fondement juridique. Et des exemples similaires, je pourrais vous en citer malheureusement beaucoup. Car depuis la mise en place de l'état d'urgence, on peut constater une forte pression policière sur les manifestants, afin de faire naître chez eux une certaine peur des répercussions qu'il pourrait y avoir s'ils manifestent. Pourtant, il est du devoir de l'État de reconnaître que les manifestations sont un usage de l'espace public. Et il doit même justifier d'une certaine tolérance envers les éventuelles perturbations non violentes qui pourraient avoir lieu. Parce que la liberté d'expression, c'est un droit, pas une menace. La liberté d'expression, c'est le droit de manifester, de se réunir, afin que chacun puisse faire entendre ses idées, ses opinions, sans être embêté par les autorités publiques. La liberté d'expression et d'opinion, si chère à notre démocratie, est d'ailleurs consacrée par bon nombre de normes juridiques, que ce soit au niveau international, avec l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au niveau européen, avec l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'au niveau national, avec l'article 431-1 du Code pénal, qui prévoit une amende de 15 000 € et 1 an d'emprisonnement pour le fait d'entraver l'exercice de la liberté d'expression. Mais depuis l'instauration de l'état d'urgence, un glissement dangereux s'est opéré. Les stratégies de maintien de l'ordre se sont mises en place, impactant fortement les droits fondamentaux et notamment la liberté d'expression. Mais c'est dans l'objectif de prévenir contre des risques qui pourraient arriver. Mais ces préventions ne reposent sur aucune preuve concrète et solide que des événements dangereux pour la nation vont en effet arriver. De facto, dans le cadre de l'état d'urgence, peut-on parler d'une suspension de l'état de droit ? Les pouvoirs publics soutiennent que ce n'est pas le cas. Au contraire, l'ancien Premier ministre Manuel Valls entendait convaincre que l'état d'urgence renforcerait l'état de droit. Mais bon, nous sommes tous d'accord qu'il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce que disent nos illustres politiques. Cependant, en y réfléchissant quelque peu, l'état d'urgence et l'état de droit semblent des notions largement antinomiques. L'état de droit est fondé sur le principe du respect des normes juridiques. La puissance publique est donc soumise au droit.
Chacun est donc soumis au même droit, que ce soit les individus ou la puissance publique. Principe que nos politiques ont d'ailleurs du mal à concevoir, vu les déboires juridiques de nos amis Jérôme Cahuzac et Nicolas Sarkozy, pour ne pas citer le nom. Les forces de l'ordre ne cessent pourtant, dans le cadre de l'état d'urgence, de restreindre l'état de droit et la liberté d'expression de chacun, sous des prétextes d'ordre public et de protection de la sécurité. La menace djihadiste étant fortement présente, oui, la protection des citoyens est importante. Mais à quel prix? Au prix de notre liberté d'expression? Au prix de notre démocratie? Eh bien non, la liberté d'expression, ce n'est pas une liberté temporaire que le pouvoir exécutif pourrait limiter ou mettre de côté quand il le souhaite. Jacques Toubon, défenseur des droits, avait d'ailleurs exprimé ses craintes sur les prolongations de l'état d'urgence. Il avait ainsi précisé qu'un risque d'abaissement des droits existait et qu'un prolongement indéfini de cet état d'exception était risqué. Un état d'exception. Il ne faut pas oublier que l'état d'urgence n'est pas un principe, mais une exception. N'est pas une exception, mais un principe. Cette exception a pourtant duré plus de 2 ans en France, du jamais vu. Et là, je pense que l'abus du système est largement caractérisé. D'ailleurs, nous pouvons encore nous demander si nous sommes réellement sortis de cet état d'urgence. Puisqu'en effet, la loi antiterroriste du 1er novembre 2017, qui se substitue à l'état d'urgence, n'est-elle pas en fait une prolongation de ce dernier? Ce texte transpose en effet dans le droit commun les principales dispositions du régime d'exception, qu'est l'état d'urgence. Et elle permet également d'accroître les pouvoirs des autorités administratives au détriment des pouvoirs judiciaires. 5 rapporteurs de l'ONU s'inquiètent également des restrictions des libertés qui sont opérées en France. Nous sommes tous terrifiés par les attentats et nous souhaitons tous que l'on empêche les terroristes d'agir. Mais cela ne doit pas se faire au détriment de notre liberté d'expression. La peur et le besoin de sécurité ne peuvent pas être des prétextes à la restriction de nos libertés, car dans ce cas-là, nous donnons raison et nous nous agenouillons face à la cruauté de l'arbitraire que l'État islamique tente de nous imposer. Alors parlez, exprimez-vous, manifestez-vous, ne cédez pas à ces restrictions, car la démocratie et l'état de droit, c'est ça. J'espère ne pas avoir été intellectuellement insuffisante, comme l'a si gentiment évoqué mon contradicteur.